En 2017, un objet étrange a été repéré dans notre système solaire. Il avait une forme oblongue, un peu semblable à une crêpe. Aucun des astéroïdes ou comètes que nous ayons jamais observés ne ressemble à ça. Sa surface était également singulière. Elle était au moins 10 fois plus réfléchissante que la moyenne des objets dérivant dans l'espace. Certains ont affirmé qu'il avait une enveloppe comparable à du métal poli. Quand il est passé près du Soleil et s'est éloigné de notre orbite, il a accéléré au-delà de ce que notre gravité suffirait à expliquer. À première vue, on aurait dit que cette chose avait une fusée attachée dans le dos. Ce visiteur inhabituel a même reçu son propre nom, Oumuamua. Il nous vient de la langue hawaïenne et se traduit par éclaireur ou visiteur d'une terre lointaine. Et en raison de ses caractéristiques, les scientifiques n'ont pas tardé à se demander si c'était enfin la visite d'un peuple extraterrestre. Avant de se lancer à corps perdu dans des hypothèses de science-fiction, les astronomes ont d'abord rassemblé les informations dont ils étaient sûrs. À commencer par le fait qu'Oumuamua devait provenir d'un autre système solaire. Un événement imprévu dans son système d'origine a probablement conduit à son éjection. Ce qu'on ne savait pas, c'est s'il s'agissait d'une comète ou d'un astéroïde. Ce sont tous deux des objets célestes orbitant autour d'un soleil. Mais ils ont des compositions et des comportements radicalement distincts. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, et sont parfois appelées des boules de neige sales. Lorsqu'une comète s'approche du soleil, la chaleur provoque la vaporisation de la glace, libérant du gaz et des particules de poussière dans l'espace. Cela crée une queue lumineuse et scintillante qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Les comètes présentent généralement une orbite elliptique, les emmenant souvent des confins les plus éloignés du système solaire, au plus près du Soleil. Les astéroïdes, pour leur part, sont principalement composés de roches et de métaux. Dans notre voisinage immédiat, ils sont les vestiges de la formation du système solaire et se retrouvent généralement dans la ceinture d'astéroïdes qui s'étend entre Mars et Jupiter. Contrairement aux comètes, les astéroïdes n'abordent pas de queue lorsqu'ils s'approchent du Soleil, car ils n'ont pas de glace. Leurs orbites suivent généralement une trajectoire plus circulaire par rapport aux comètes. Selon toute vraisemblance, Oumuamua devrait être une comète, car il semble provenir d'un endroit différent de l'univers. Pourtant, il ne présente pas les signes typiques d'une activité cométaire. Attendez une minute. Le cométaire se passe-t-il de commentaires? À vous de voir. Oumuamua ne possède pas de queue et ne recrache pas de gaz lors de son passage, contrairement à moi. Quoiqu'il se comporte plutôt comme une comète, il ressemble davantage à un astéroïde. Une autre grande question est comment les scientifiques ont bien pu parvenir à repérer Oumuamua en premier lieu. Compte tenu de l'immensité de l'espace-temps, c'est tout à fait remarquable. Les étoiles ont des durées de vie s'étendant sur des millions, voire des milliards d'années. Et la formation d'un système solaire prend plusieurs centaines de millions d'années. Même les objets les plus rapides mettent des dizaines de millénaires à voyager d'une étoile à une autre. En revanche, les humains n'observent le ciel avec leur télescope que depuis environ 400 ans, soit une infime fraction du temps cosmique. Et ce n'est que ces dernières décennies, voire ces dernières années, que nous avons obtenu la technologie permettant de détecter et de suivre des objets rapides et peu lumineux. Soit de telles roches sont très répandues, soit nous avons eu énormément de chance avec nos instruments, ou bien Oumuamua voulait simplement être vu. Une autre question concerne la région d'origine de pareils objets. Il est très peu probable qu'Oumuamua provienne d'un système solaire mature et stable. C'est parce que de tels systèmes n'éjectent pas assez de matière pour se répandre à travers la galaxie. Une roche peut parfois être projetée, mais elle pourra rarement aller aussi loin. Les systèmes plus jeunes, cependant, agissent différemment. Dans ces environnements chaotiques, des collisions, fusions et autres migrations se produisent tout le temps. Beaucoup de petites roches errent ainsi et sont les parfaites candidates pour l'éjection. Le système solaire qui a éjecté Oumuamua doit avoir eu une planète similaire à Jupiter. Sa taille massive et sa gravité pourraient influencer d'autres objets à travers le système, provoquant potentiellement des éjections. Mais tous les systèmes solaires ne développent pas des planètes de la taille de Jupiter. Souvent, ces planètes massives finissent par se rapprocher de leurs étoiles, devenant des versions plus chaudes de la géante gazeuse. De telles planètes, en orbite proche autour d'un soleil,
sont moins susceptibles d'éjecter de la matière au loin. Des planètes, semblables à Neptune, pourraient également avoir joué un rôle. Bien qu'elles ne soient pas aussi massives que Jupiter, elles ont tendance à élire domicile près de la périphérie des systèmes solaires. Notre propre système possède ainsi la ceinture de Kuiper, un véritable réservoir de comètes, dans sa périphérie. Au cours des premières étapes de la formation d'un système solaire, les interactions entre des planètes comparables à Neptune et de tels débris sont courantes. Toutefois, la découverte de pareilles planètes dans d'autres systèmes est à vérifier. Nos méthodes de détection des exoplanètes fonctionnent mieux avec des objets massifs, proches de leurs astres, ce qui complique la détection de leurs homologues plus éloignés. Oumuamua s'est également trouvé associé à une certaine théorie sur la façon dont la vie serait apparue dans l'univers. La panspermie. C'est une hypothèse qui suggère que la vie existe partout dans l'univers et peut être distribuée entre les planètes par divers moyens, tels que les astéroïdes, les comètes et même les vaisseaux spatiaux. Elle affirme que la vie doit être originaire d'une région donnée de l'univers, après quoi elle s'est propagée vers d'autres corps célestes. Les adeptes de cette théorie suggèrent donc que de tels objets interstellaires pourraient potentiellement transporter de minuscules microbes, ces composants fondamentaux de la vie, entre les systèmes stellaires. Si de tels objets devaient percuter une planète ou une lune, ils pourraient transformer ces organismes et ensemencer un corps céleste. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve soutenant l'idée que cet objet en particulier ait transporté la vie entre les systèmes solaires. Après des années de recherche, le consensus général est que Oumuamua était bien une comète. La raison pour laquelle elle se déplace de manière si étrange est qu'elle pourrait présenter de l'hydrogène gelé à sa surface, qui réagit au contact de la lumière du Soleil. Plus elle se rapprochait de notre astre, plus elle allait vite, libérant cet hydrogène et changeant également de trajectoire à travers notre système solaire. Sa couleur tend également à appuyer cette théorie. Elle est rouge, ce qui pourrait signifier qu'elle a été frappée par des rayons cosmiques pendant longtemps. Plus elle a été bombardée par ces rayons, plus elle a accumulé d'hydrogène au cours du processus. Mais comme ils ne peuvent pas en être tout à fait sûrs, les astronomes ont prévu de suivre ce visiteur. L'idée est d'envoyer une mission pour l'examiner. Il se trouve déjà bien loin de nous, mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Nous pourrions être en mesure d'envoyer une sonde assez rapide pour rattraper la comète. Ce plan a été baptisé Projet Lyra et vise à exploiter l'orbite de la Terre et celle de Jupiter de façon à envoyer une sonde assez loin pour atteindre Oumuamua. Si cela fonctionne, ce sera l'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais envoyé dans l'univers. La trajectoire de la sonde spatiale impliquerait d'utiliser l'attraction de notre planète et celle de Jupiter comme un effet de fronde gravitationnelle. La sonde quitterait d'abord notre planète, puis retournerait dans l'orbite terrestre avant de partir à la rencontre de l'attraction de Jupiter. Elle serait renvoyée près de notre planète une seconde fois, où elle serait éjectée avec une force suffisante pour atteindre la comète. Le projet Lyra vise également à suivre un second visiteur lointain, dénommé Borisov. Cette comète a été découverte par un astronome amateur et porte maintenant son nom. Ce qui est fascinant à son sujet, c'est que, elle est proprement impeccable. Tout comme notre expérience avec Oumuamua, nous n'avons jamais rien observé de semblable à Borisov non plus. Les études de la lumière provenant de son enveloppe de poussière et de gaz montrent qu'elle est assez propre comparée à d'autres objets spatiaux. Après avoir été repérée pour la première fois en août 2019, les astronomes ont étudié sa trajectoire à travers notre système solaire et en ont conclu qu'elle provenait également d'une autre étoile. Mais Borisov nous a donné plus de temps pour l'étudier, car nous l'avons repéré plus tôt dans son périple à travers notre voisinage. Les chercheurs ont utilisé des télescopes avancés pour examiner la poussière émanant de Borisov. Ils ont découvert qu'elle dégageait plus de 180 kg de poussière chaque seconde. On a également constaté que Borisov contenait plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système solaire en général. Néanmoins, cette quantité n'est pas la même partout sur la comète. Cela nous indique que l'objet spatial a probablement commencé à se former près de son étoile d'origine avant de s'en éloigner. Peut-être à cause de planètes plus grandes dans son voisinage immédiat. La lumière de Borisov est beaucoup plus polarisée que la lumière provenant des autres comètes que nous avons observées, et son nuage est parfaitement homogène.
Cela suggère que Borisov n'a jamais interagi avec une autre étoile. Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs d'Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant « un visiteur d'une terre lointaine » en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère. Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre. Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes, essentiellement faits de roches, n'ont pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche. Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques. Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition. Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire, également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude.
Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre. La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre développer une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple. Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci. La grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avons surnommé la comète Hyakutake. Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996, cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai. C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire du système solaire et de la manière dont les matières organiques pourraient voyager depuis l'espace interstellaire jusqu'à nous. À tout moment, des milliers d'objets de notre système solaire proviennent de l'espace lointain. Ils y restent pendant des durées variables. Mais parfois, nous avons de la chance, et ils nous en apprennent beaucoup sur l'espace qui nous entoure. Dans les années 70, nous avons reçu un signal radio qui a duré plus d'1 minute, et à ce jour, personne ne sait ce que c'était ni d'où il venait. Mais aujourd'hui, une nouvelle théorie est apparue. Le mystère pourrait-il enfin être résolu? En 1977, à 23h16, un télescope de l'Ohio a capté quelque chose de très inhabituel dans l'espace. Il s'agissait d'un signal radio très court, d'une durée de 72 secondes seulement. Le signal était si fort et si étrange que le scientifique présent lors de sa réception a écrit « Waouh » à l'encre rouge à côté du relevé des mesures. Voilà pourquoi on l'appelle le signal « Waouh ». Dans l'espace, l'hydrogène gazeux émet parfois des ondes radio, un type de rayonnement électromagnétique.
Ces ondes ont une fréquence spécifique qui constitue en quelque sorte la signature unique du gaz d'hydrogène et qui nous permet de l'identifier et de l'étudier. Sachant cela, il nous a été possible de déterminer que la fréquence du signal « wow » provenait du même endroit que ce gaz. Mais cela ne nous sert pas à grand-chose, nous n'avons toujours aucune idée de ce qu'il a émis. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le signal ne s'est présenté qu'une seule fois. Même si nous avons essayé très fort de le capter une seconde fois, nous n'y sommes jamais parvenus. Et en l'absence de répétition, il nous a été impossible de savoir de quoi il s'agissait. Il nous a même été difficile de déterminer sa position précise en raison de sa grande brièveté. À partir d'une certaine distance, il est particulièrement ardu de déterminer l'origine des signaux radio. Du coup, cela a donné lieu à plusieurs théories. La fréquence du signal wow était particulière. Elle n'était pas surchargée par d'autres signaux. C'est comme quand on trouve un endroit calme dans une pièce bruyante. Quand il n'y a pas beaucoup d'interférences sur une fréquence donnée, le signal envoyé peut voyager très loin sans être ni perdu ni déformé. Et c'est très intéressant parce que cela signifie que ce serait la fréquence idéale pour envoyer des messages si l'on voulait communiquer avec des créatures extraterrestres. Se pourrait-il qu'on ait essayé de nous contacter? C'est une possibilité scientifique réelle. Personne ne sait ce qui a été à l'origine du signal dont nous parlons. Mais s'il provenait d'extraterrestres, ce qui est sûr, c'est qu'il ne communique pas comme nous. Le signal ne ressemblait en rien à un message délibéré. Et il est étrange qu'il ne se soit produit qu'une seule fois. Si c'était un petit peuple vert qui essayait de nous contacter, il serait bizarre qu'il n'essaie qu'une seule fois. Mais au cas où, en 2012, à l'occasion du 35e anniversaire du signal WOW, nous avons décidé d'envoyer une série de messages vers certaines étoiles. Nous avons utilisé un code spécial pour que les créatures extraterrestres qui les recevraient sachent qu'ils viennent d'êtres intelligents. Enfin, relativement intelligents. Et nous avons utilisé beaucoup d'énergie pour nous assurer que les messages voyagent très loin. Les scientifiques ont émis de nombreuses théories sur l'origine possible du signal WOW, mais aucune d'entre elles ne fait l'objet d'un consensus. Ce qui est certain, c'est qu'il ne provient pas d'une source terrestre. Les bruits terrestres peuvent parfois interférer, mais ce signal provenait sans aucun doute possible de l'espace. Il y a eu une théorie selon laquelle un signal terrestre aurait rebondi sur des débris spatiaux avant de revenir vers nous. Mais nous avons assez vite compris qu'une telle chose était très improbable. Une autre idée est que le signal aurait été causé par un scintillement semblable à celui des étoiles. Mais même si c'était vrai, cela n'exclurait pas la possibilité que le signal ait été produit par quelque chose d'artificiel. Selon une autre hypothèse, le signal pourrait provenir d'un objet en rotation, comme un phare. Il se peut aussi que le signal ait changé de fréquence au fil du temps, ou simplement qu'il n'ait été émis qu'une seule fois. Cela fait maintenant près de 50 ans que cet étrange signal a été capté. Mais récemment, une nouvelle idée sur son origine a vu le jour. Imaginez une comète traversant l'espace et laissant derrière elle une traînée de gaz. Ce gaz pourrait être la clé de ce mystérieux signal radio qui a attiré l'attention des astronomes du monde entier. Un astronome ayant examiné le signal WOW a pensé qu'il pourrait être lié à une comète appelée 266P Christensen. Oui, pas mal comme nom. Cette comète se trouve à environ 1800 années-lumière de nous. Elle n'était pas connue en 1977 lorsque le signal a été détecté. Mais elle pourrait aujourd'hui nous fournir une explication. Les comètes peuvent émettre des ondes radio lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. C'est comme si les gaz qui les entourent se mettaient à bourdonner d'énergie. Ce bourdonnement pourrait être à l'origine du signal WOW. Pour vérifier cette théorie, nous avons utilisé un radiotélescope pour écouter les ondes radio émises par d'autres comètes. Et nous avons constaté que certaines comètes émettaient effectivement des ondes radio sur la même fréquence que le signal WOW. Ensuite, nous avons pointé nos télescopes vers une comète particulière qui passait dans la même partie du ciel que celle où le signal WOW a été détecté. Les ondes radio de la comète correspondaient bien au signal. Et même si la comète ne se trouvait pas exactement au même endroit que le signal, elle en était suffisamment proche pour que nous ayons l'impression d'être sur une piste. Le signal pourrait également avoir été causé par des nuages d'hydrogène provenant de deux comètes. Celle que nous avons mentionnée et une autre, appelée P 2008 IR2. Mais qui choisit donc ces noms? Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette idée. Certains affirment que la théorie des deux comètes à l'origine du signal ne tient pas la route, car les comètes n'émettent généralement pas d'ondes radio de la manière requise pour expliquer le signal WOW.
De plus, le signal ne s'est pas répété. Il ne s'est produit qu'une seule fois, ce qui serait étrange s'il s'agissait vraiment d'une comète. En effet, les comètes répartissent leur gaz sur une grande distance. Le signal aurait donc dû durer plus longtemps. Le télescope utilisé pour le détecter aurait dû le capter 2 fois en peu de temps. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. De plus, la comète ne serait pas sortie aussi rapidement du champ de vision du télescope. En bref, nous devons en apprendre davantage sur la manière dont les comètes émettent des ondes radio et sur les raisons pour lesquelles elles le font, en particulier quand c'est sur la même fréquence que le signal « Wow ». Il existe de nombreux signaux mystérieux et intéressants dans l'espace. La plupart d'entre eux proviennent d'événements naturels, comme les sursauts radiorapides. Ces bouffées d'énergie sont incroyablement puissantes et se produisent partout dans le ciel. Mais leur origine n'est pas encore très claire. Elle ne dure qu'une fraction de seconde. Mais peut-être que nos télescopes n'en captent encore qu'une petite partie. Il y a aussi cet étrange signal que nous recevons depuis un moment déjà. Ce signal se répète toutes les 22 minutes. Mais malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à en déterminer l'origine. Cela a commencé en 1988, et cela fait donc 36 ans que nous enquêtons sur ce mystère. Au moins, nous connaissons aujourd'hui la distance de l'objet mystérieux qui envoie les signaux. Il se trouve à 15 000 années-lumière. Certains pensent que ces signaux pourraient provenir d'êtres extraterrestres qui essaient de communiquer avec nous. Cependant, en l'absence de preuves solides, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cela reste de l'ordre de la spéculation. Une autre explication est la théorie des pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux d'énergie similaires à ceux que nous observons avec les signaux. Cependant, le comportement des signaux ne correspond pas parfaitement à ce que nous savons des pulsars. Il y a aussi la théorie des magnétars, qui suggère que ces signaux pourraient provenir d'étoiles à neutrons surchargées. Cependant, aucune de ces théories n'explique entièrement le comportement étrange des signaux. Peut-être est-ce donc le fait d'un nouveau phénomène non encore découvert dans l'univers ? Même si les comètes sont une possibilité, il nous reste encore beaucoup de questions concernant le signal WOW. Nous ne savons pas ce qui l'a causé, et nous ne le saurons peut-être jamais. Nous ne savons même pas s'il provient de l'espace lointain ou de l'intérieur du système solaire. Quoi qu'il en soit, même si ce signal a une cause naturelle, cela ne signifie pas que la vie extraterrestre n'existe pas. L'étude qui évoquait ce sujet traitait également d'une étoile semblable au Soleil, qui pourrait bien être l'endroit idéal où chercher des signes de technologie extraterrestre. Il existe des tas d'autres étoiles semblables à notre Soleil dans l'espace, mais nous ne les avons pas encore bien étudiées. Cela nous ouvre toutefois des perspectives passionnantes pour la recherche de civilisations avancées au-delà de la Terre. Se pourrait-il que l'univers entier ne soit rien de plus qu'un simple atome ? Lorsque vous regardez un schéma d'un atome, qui est un élément de base de toute matière, vous pouvez voir que certains motifs de l'univers se répètent. Notre système solaire en est un excellent exemple. Il y a une étoile centrale géante et quelques petites planètes qui gravitent autour d'elle. Vous observez la même disposition à l'extérieur de notre galaxie également, avec des exoplanètes en orbite autour de leurs étoiles. Et vous pouvez également témoigner de ce principe à une plus petite échelle. C'est la façon dont des particules appelées protons et neutrons se déplacent autour du centre d'un atome, que l'on appelle le noyau. Alors, imaginez que vous avez une pile d'aimants positifs que vous essayez d'empiler ensemble. Ils continuent à se repousser, n'est-ce pas? C'est ce qui est supposé se passer avec les protons dans un atome. Ils sont tous chargés positivement, donc ils devraient se repousser mutuellement et s'éparpiller dans toutes les directions. Mais les atomes existent, donc il doit y avoir quelque chose qui les maintient ensemble. Et cette chose est appelée l'interaction forte ou la force forte. Le noyau représente moins de 0,01% du volume de l'ensemble de l'atome, mais il représente généralement plus de 99,9% de la masse de l'atome. Encore une fois, similaire à notre Soleil. De toute façon, cette interaction forte est comme un type spécial de colle qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau d'un atome. De manière similaire, la gravité nous empêche de nous envoler du sol vers l'obscurité de l'espace. Maintenant, cette colle provient de très petites particules à l'intérieur des protons et des neutrons appelés quarks. Ces petits gars ont une sorte de charge étrange appelée couleur. Ce n'est pas comme les couleurs que nous voyons autour de nous. Cela fonctionne comme un code qui aide les quarks à rester ensemble à l'intérieur de leurs particules hôtes. Et ce code s'infiltre également et aide à maintenir les protons et les neutrons ensemble dans le noyau.
D'une certaine manière, les quarks sont comme de petits bâtisseurs qui travaillent ensemble pour construire des atomes qui composent tout ce qui nous entoure. Le Big Bang a été dit être un moment magnifique lorsque nous avons obtenu le temps et l'espace. C'est l'histoire que nous utilisons pour expliquer l'évolution de l'univers. Au début, il n'y avait qu'une très petite boule de matière de la taille d'une pêche, mais avec une température de plus d'un quadrillion de degrés. Aïe, c'est chaud. Et ce bang, dans le nom, ne signifie pas qu'il y a réellement eu une explosion dans l'espace. Cette pêche a commencé à se répandre, et l'espace apparaissait partout. Cela a donné naissance aux atomes, aux molécules, aux étoiles, et à de nombreux corps célestes qui ont rempli l'espace vide de notre cosmos. Essentiellement, tous les éléments qui nous constituent se sont formés en quelques minutes au premier stade de l'univers. Disons à peu près 1/100 de milliardième de trillionième de seconde. Oh, attendez. Donnez-moi une seconde pour traiter cela 3 ans plus tard. Très bien, poursuivons. La croissance à cette époque était incroyable. L'univers s'est répandu de manière exponentielle et a réussi à doubler de taille au moins 90 fois. Comme moi pendant les vacances. Haha, j'adore le chocolat. Après le Big Bang, l'univers était une soupe chaude et dense de particules. Trop chaude pour que les atomes existent. Mais 380 000 ans plus tard, il s'est suffisamment refroidi pour que les électrons puissent se mélanger au noyau et former des atomes. C'est un processus que nous appelons recombinaison, et c'est ce qui a rendu l'univers transparent. Pensez-y comme si vous allumiez un interrupteur. Soudainement, vous pouvez tout voir. Mais ce n'est pas parce que l'univers est devenu transparent qu'il était lumineux. C'était une période sombre, car il n'y avait pas encore d'étoiles ni de galaxies, comme une grande toile vide attendant que quelque chose y soit peint. Ce n'est que beaucoup plus tard, alors que l'univers continuait d'évoluer, que les étoiles et d'autres objets lumineux ont commencé à se former et à éclairer l'obscurité. Et il a continué d'évoluer, se remplissant de planètes, d'astéroïdes, de galaxies et d'autres choses. D'accord, donc c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis quelques décennies. Et je dois admettre qu'elle est plutôt bonne. Les scientifiques l'ont étudiée en détail. Ils ont observé le rayonnement électromagnétique résiduel de l'univers jeune. Ils ont mesuré la présence des éléments les plus légers pour se rendre compte qu'ils correspondent tous à l'histoire du Big Bang. Les nouvelles théories ne disent pas que le Big Bang n'a pas eu lieu. C'est une bonne représentation du cosmos à ses débuts. Mais c'est comme un puzzle inachevé avec des pièces importantes manquantes. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé avant le Big Bang en utilisant notre physique actuelle. Nous avons donc besoin de nouvelles mathématiques pour expliquer les parties délicates, comme la soi-disant singularité. C'est le point de densité infini, vous vous souvenez, depuis le début du Big Bang. Et c'est là que la théorie des cordes entre en jeu, comme une boîte à outils surpuissante capable de gérer la gravité et toutes les autres forces combinées. Maintenant, l'une des idées que la théorie des cordes nous a apportées est l'univers ekpyrotique. Imaginez un grand feu qui en déclenche un autre, et ce feu en déclenche un autre, et ainsi de suite. Eh bien, dans ce scénario, le Big Bang n'était pas le commencement de tout, c'était juste une partie d'un processus plus vaste. C'est l'idée de l'univers cyclique, des montagnes russes interminables, avec des Big Bang comme début et des Big Crunch comme fin, se produisant encore et encore, potentiellement pour toujours. C'est comme si l'univers appuyait constamment sur le bouton de réinitialisation, et le fait d'une manière vraiment amusante. Nous pourrions considérer cette singularité, selon certaines théories, comme une seule particule dans un système beaucoup plus grand, tout comme un atome est composé de particules subatomiques. Et en prenant tout cela en compte, l'idée dit que chaque noyau d'un atome pourrait contenir un univers en lui. Ainsi, notre univers tout entier n'est qu'une infime partie d'un atome dans un univers beaucoup plus grand fait d'atomes avec plus de cosmos, avec plus d'atomes, avec plus de cosmos. Tellement déroutant. Les premières versions de l'idée de l'univers cyclique avaient encore un gros problème. Elles ne correspondaient pas à nos observations du fond diffus cosmologique, une lumière fossile qui montre à quoi ressemblait l'univers lorsqu'il n'avait que 380 000 ans. Ainsi, en mars 2020, 2 physiciens canadiens, Robert Brandenberger, Ziwei Wang, ont publié une étude qui révélait les mathématiques derrière l'univers cyclique que nous avions manqué auparavant. Si nous nous concentrons sur le moment où l'univers se rétrécit en un point incroyablement petit, puis rebondit à un état de Big Bang, nous pourrions finalement être en mesure de faire correspondre nos observations. Il nous suffit d'attendre encore de nouvelles expériences pour tester pleinement cette idée. L'époque grand unifiée. C'est ainsi que nous appelons l'époque où l'univers était encore jeune. À cette époque, la matière et l'antimatière,
qui sont comme des images miroirs l'une de l'autre, existaient en quantité approximativement égale. Mais puisqu'elles sont des forces opposées, lorsqu'elles entrent en contact l'une avec l'autre, elles se détruisent dans une puissante explosion, comme des feux d'artifice. Cela signifie que même si la matière et l'antimatière étaient constamment créées et détruites, d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours un peu plus de matière que d'antimatière, ce qui est une bonne chose, car sinon, nous ne resterions avec rien. Avec le temps, les particules ont commencé à s'assembler et à former des choses plus complexes comme des atomes et des molécules. Et finalement, des étoiles se sont formées et ont créé des éléments encore plus lourds. Mais un jour, dans très très longtemps, toutes ces étoiles s'éteindront. Quand la dernière étoile refroidira lentement et s'éteindra, l'univers se transformera en un vide sombre, sans vie, lumière, ou quoi que ce soit que nous connaissons ou supposons exister. À un moment donné, des trous noirs voraces dévoreront toute la matière dans l'espace. Finalement, même ces trous noirs s'évaporeront en la plus infime quantité de lumière. Notre cosmos continuera de s'étendre. La lumière se dispersera et sera incapable d'interagir avec quoi que ce soit. Ainsi, toute activité dans l'univers s'arrêtera. L'espace deviendra un immense vide, sans étoiles, planètes, ni quoi que ce soit d'autre, et s'arrêtera là. Ou commencera juste. Et peut-être que c'est là que nous nous retrouverons. Il n'est pas improbable que nous découvrions de la vie au-delà de la Terre d'ici 2035, et nul besoin de voyager vers une galaxie lointaine, très lointaine. Notre voie lactée regorge d'environnements propices. Ne vous emballez pas trop cependant, il s'agira probablement de microbes ou de marqueurs chimiques, et non de petits hommes verts, comme dans les films hollywoodiens. Néanmoins, la découverte de traces de vie changerait profondément la perception que nous avons de notre place dans l'univers. Le télescope spatial Kepler de la NASA a fait une découverte incroyable. Presque chaque étoile possède des planètes, et beaucoup d'entre elles pourraient être habitables. Les planètes telluriques comme la Terre et Mars sont même plus répandues dans notre galaxie que les géantes gazeuses comme Saturne et Jupiter. De plus, nous savons déjà que notre galaxie est très riche en eau. Il y en a dans les nuages interstellaires où se forment les étoiles et les planètes, dans les disques de débris autour d'autres étoiles, dans les comètes, absolument partout. Cependant, trouver la vie elle-même reste une tâche ardue. Idéalement, il faudrait atterrir sur chaque planète et vérifier littéralement sous chaque pierre. Mais grâce à des recherches récentes, nous pouvons au moins concentrer nos efforts sur les mondes potentiellement habitables. Le télescope spatial James Webb, un dispositif ultra puissant lancé en 2021, est à l'œuvre. Il examine les atmosphères des super-terres proches, des planètes rocheuses légèrement plus grandes que la nôtre, et recherche des gaz associés à la vie. Des composés chimiques qui ne peuvent être produits que par des êtres vivants. Et des indices ont déjà été trouvés. Des traces d'un tel composé ont par exemple été détectées sur une planète du nom de K2-18b. Cette planète se situe à 120 années-lumière, ce qui est relativement proche à l'échelle spatiale. Elle se trouve dans la zone habitable, une région autour de l'étoile où les températures permettent l'existence d'eau liquide. De plus, elle orbite autour d'une naine rouge, le type d'étoile le plus petit qui existe. De telles étoiles sont un peu moins lumineuses que notre Soleil. Il faudra environ 1 an pour vérifier si ces traces de vie sont bien concrètes. Si tel est le cas, cela signifierait que la vie est beaucoup plus répandue que nous ne le pensions auparavant. Mais même dans le cas contraire, il reste 10 autres planètes de type boucle d'or à étudier dans la liste. Le télescope spatial James Webb est un outil extraordinaire, mais il a ses limites. Il ne peut pas détecter de petites planètes semblables à la Terre en raison de leur taille. Pour résoudre ce problème, la NASA prévoit de lancer un autre instrument, le télescope spatial Roman. Celui-ci sera encore plus efficace pour repérer ces types de planètes et les composés associés à la vie. Et puis, nous avons également le projet SETI. SETI qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Recherche d'intelligence extraterrestre, est en quête de signes de vie extraterrestres depuis les années 80. Les chercheurs du projet croient également que nous découvrirons des signes de vie dans les 10 prochaines années. Récemment, ils ont lancé un projet de grande envergure, baptisé COSMIC, et qui utilise un réseau de télescopes radio du Nouveau-Mexique, que vous aurez peut-être déjà vu dans le film Contact. COSMIC permet aux scientifiques d'écouter simultanément des centaines de milliers, voire des millions, de systèmes stellaires. Les télescopes scrutent le ciel et analysent les données en temps réel. Si des signaux intéressants sont détectés, les scientifiques peuvent les examiner immédiatement,
au lieu d'attendre des semaines, voire des mois. Ces signaux sont souvent soudains et très brefs, mais Cosmic peut détecter même les plus courts, qui ne durent que quelques nanosecondes. Il peut également contribuer à d'autres recherches, comme l'étude des sursauts radio rapides, mystérieux et inexpliqués, ou encore de la matière noire. C'est l'outil le plus massif et le plus puissant jamais créé pour la recherche de vie extraterrestre. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter. Pourquoi ne pas essayer de prendre contact nous-mêmes? La NASA a envoyé des signaux dans l'espace lointain. En 2002, leur Deep Space Network a émis un signal en direction de la sonde Pioneer 10. Sur son trajet, le signal a rencontré un obstacle, une naine blanche située à 27 années-lumière de la Terre. Si une planète orbite autour de cette étoile, le signal pourrait également la voir atteinte. Et si des formes de vie intelligentes y existent, nous pourrions recevoir une réponse d'ici 2029. Le DSN continue d'envoyer de puissantes transmissions dans l'espace. Au cours des 3 prochains siècles, ces signaux croiseront 222 étoiles. Peut-être qu'un jour, nous recevrons une réponse provenant d'un endroit lointain. Mais pourquoi n'avons-nous pas encore reçu de réponse? L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, chacune comportant environ 100 milliards d'étoiles. Même si seul 1% de ces étoiles possédaient une planète, cela ferait toujours 200 trillions de planètes possibles. Et si la probabilité que ces planètes abritent la vie est d'1 sur 1000 milliards, il resterait encore quelques centaines de milliers de planètes. Alors, où est passé tout le monde? Cette question est connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Une première explication, moins effrayante, est que l'univers pourrait être plein de vie, mais que cette vie ne serait pas intelligente au sens où nous l'entendons. Certaines planètes pourraient ainsi abriter des microbes, des oiseaux ou des dinosaures de l'espace. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand filtre. Elle suggère qu'il existerait des paliers que la vie doit surmonter pour devenir intelligente. Et peut-être que ces autres espèces ne les ont tout simplement pas encore franchis. Réfléchissez-y. La vie sur Terre a commencé dans l'océan, a évolué pour ramper sur Terre, s'est diversifié en de nombreuses formes, a traversé 5 extinctions massives, évolué de nouveau, et finalement conduit à l'apparition des êtres humains. Nous avons bâti des sociétés, développé des systèmes de santé, et ce n'est qu'à ce stade que nous avons commencé à rechercher d'autres formes de vie. Une autre théorie, appelée l'hypothèse du goulet gaïen d'étranglement, suggère une idée similaire. Bien qu'il ne soit peut-être pas si compliqué pour une vie rudimentaire de débuter, il est incroyablement difficile pour cette vie de survivre et de prospérer sur de longues périodes. Vénus, par exemple, aurait pu avoir des océans et des conditions similaires à celles de la Terre, mais un effet de serre incontrôlé a causé l'évaporation de toute cette eau, la rendant stérile. Mars avait également de l'eau liquide à sa surface autrefois, et la Lune et Mercure ont possédé des atmosphères denses pendant un court instant. En revanche, la Terre a conservé de l'eau liquide à sa surface pendant presque toute son existence. Il est extrêmement rare et remarquable qu'une planète maintienne des températures comprises entre 0 et 100 degrés Celsius au cours de millions d'années. Il pourrait être mal avisé de rechercher une vie intelligente utilisant la même technologie que nous, car elle aurait évolué dans des conditions totalement différentes. C'est là que l'équation de Drake intervient. Cette formule permet de calculer le potentiel de développement de l'intelligence sur une planète donnée. Pour obtenir un résultat, nous devons connaître plusieurs variables. Combien d'étoiles existent? Combien d'entre elles possèdent des planètes? La probabilité que ces planètes abritent la vie, et ainsi de suite. Hélas, nous ne connaissons pas encore ces chiffres, et le résultat pourrait être insignifiant. Mais supposons qu'il existe au moins une autre espèce intelligente. Pourquoi ne nous sommes-nous pas encore rencontrés? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. Peut-être qu'ils ne nous trouvent pas suffisamment intéressants. Ou peut-être que le problème vient de nous, et que nous ne cessons jamais de manquer leurs signaux. Ou peut-être avons-nous manqué toute l'espèce. L'univers est incroyablement vaste et ancien. Il a plus de 14 milliards d'années. Si nous compressons toute l'histoire évolutive de la Terre en une journée de 24 heures, la vie commence à 4 heures du matin. Les dinosaures disparaissent à 23h40 et les premiers humains apparaissent 2 minutes avant minuit. Dans cette analogie, les humains existent depuis seulement 77 secondes, et notre technologie capable de détecter une vie extraterrestre est encore plus récente, soit moins d'1 seconde. Avec de telles distances et des périodes aussi longues, les chances que nous existions au même moment que d'autres espèces intelligentes sont minces.
Si leur civilisation n'a duré que quelques millénaires, nous pourrions facilement les manquer complètement. Mais cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos recherches. Les scientifiques craignaient que les signaux radio de la Terre ne s'affaiblissent avec le temps. Mais une étude récente a montré que c'est en fait le contraire qui se produit. Le nombre de nos satellites ne cesse de croître, ce qui rend notre planète plus détectable. D'ici la fin de la décennie, nous pourrions avoir plus de 100 000 satellites, rendant la Terre extrêmement brillante dans le spectre radio. S'il existe une espèce avancée quelque part, elle nous repérera facilement, même à de très grandes distances. Les astronomes sont optimistes à ce sujet, et il y a de grandes chances qu'ils découvrent des créatures extraterrestres, pendant que vous et moi sommes encore de ce monde. C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large. Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil. Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas ? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent ? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers. À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes ? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois. Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas ? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier ? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand.
Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques. Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité. En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre ? Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide. Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter: de l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher. Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux, qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles, en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers, afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire. La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur ? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas ? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant.